Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'experts à la Maison des Mickey à Paris. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des Mickey, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin chez l'enfant et chez l'adolescent. Et pour en parler avec nous, le professeur Franck Rumeleux. Bonjour professeur. Bonsoir. Alors, professeur Franck Rumeleux, vous êtes gastropédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, au service de gastro-entérologie. Tout à fait. Alors la première question qu'on aurait envie de vous poser, professeur Rumeleux, c'est d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que sont les Mickey et combien il y a de malades touchés par ces maladies en France? Tout à fait. Les Mickey sont des maladies inflammatoires de l'intestin, sont des maladies chroniques qui peuvent toucher, pour la maladie de Crohn, n'importe quelle partie de l'intestin. Pour l'autre maladie qu'on appelle la rectocolite hémorragique, juste le côlon. Ces maladies touchent aussi bien l'enfant que l'adulte. Et aujourd'hui en France, on estime le nombre de patients autour de 200 000 à peu près, dont 10% en âge pédiatrique. Alors on entend de plus en plus parler de ces maladies chez les enfants et les adolescents. Est-ce que vous-même vous constatez une augmentation chez cette tranche d'âge de personnes? Je dois dire, hélas, oui. Sur les 10 dernières années, il y a une nette augmentation de fréquence, donc de nouveaux patients. Et on a des études épidémiologiques en France, en Europe, en Amérique du Nord, qui nous tous montrent qu'il y a une augmentation d'un chiffre, je dirais, 3 à 5 à 10 fois en fonction du pays. Donc il y a une nette augmentation de nouveaux cas en âge pédiatrique. Alors connaissons-nous les causes de ces maladies? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux? C'est la grande question. Pourquoi plus de patients? Pourquoi cette tendance d'augmenter? Et ça va continuer encore, d'après ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas une seule cause qui pourrait expliquer ça. On ne connaît pas la cause précise qui provoque ces maladies. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont une prédisposition génétique, donc c'est un facteur génétique, mais ça ne crée pas la maladie, mais ils sont vulnérables ou susceptibles d'acquérir cette maladie, qui répondent au changement d'environnement pour déclarer cette inflammation. Donc aujourd'hui, on est plutôt à tenter de croire que le changement de notre mode de vie est responsable de cette augmentation de maladies inflammatoires en âge pédiatrique et adulte. Existe-t-il des spécificités chez les enfants et les adolescents par rapport aux adultes? Tout à fait. Le nom est le même, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, mais débuter la maladie plus jeune, donc en âge pédiatrique, à 14 ans, 8 ans, voire encore plus jeune, est déjà signe de gravité. Et l'enfant et l'ado, avec la puberté et la croissance, il y a un développement qui est fortement, ou qui peut être fortement perturbé par ces maladies. Donc les répercussions sur la croissance, le développement pubertaire est une spécificité pédiatrique et également pour le développement de la personnalité. Donc les répercussions psychologiques et de personnalité sont très importantes chez l'enfant. Comment fait-on le diagnostic de Mickey chez les enfants? Quels sont les symptômes? Qui le réalise? Qui va prendre en charge l'enfant et l'adolescent? On collecte plusieurs données, l'histoire clinique du patient qui a mal au ventre, qui a la diarrhée, qui traîne, ça dure déjà un petit moment, évoque ce tableau de Mickey. Et après, il y a des prises de sang, des imageries, échographies, IRM de ventre pour regarder à quel endroit on trouve l'inflammation et également des endoscopies. Chez l'enfant, toujours sous anesthésie générale, donc l'enfant est endormi, c'est un examen qui n'est pas du tout douloureux pour l'enfant, pour effectivement confirmer qu'il y a des plaies à l'intérieur, des ulcérations, qui confirme cette hypothèse diagnostique de maladie inflammatoire. D'accord. Et la croissance peut être un des symptômes, la problématique de la croissance? Voilà, si on regarde quels sont les symptômes des patients en âge pédiatrique avec maladie de Crohn, plus encore que la rectocolite hémorragique, on a la diarrhée et les douleurs, mais les répercussions sur la croissance. Qu'est-ce qui se passe? Une inflammation chronique, comme pour ces maladies, pour les Mickey, freine la vitesse de croissance et les enfants commencent à grandir moins vite. Et finalement, les enfants qui étaient dans la moyenne, voire les grands dans la classe, 2 ans après, se retrouvent parmi les plus petits. Et ce ralentissement de croissance est lié à la maladie. Et souvent, on a ce ralentissement déjà longtemps avant le diagnostic. Donc c'est un signe qu'on cherche systématiquement chez tous les enfants. Alors, qui réalise ce diagnostic? Est-ce que ça peut être un médecin généraliste? Est-ce qu'il y a des experts pour ces maladies chez les enfants? Le diagnostic est relativement simple pour un expert. Parce que quand on connaît la maladie, on sait comment il faut faire le diagnostic, mais ça peut être un challenge pour les collègues généralistes ou pédiatres qui ne voient pas cette maladie tous les jours. Donc en pédiatrie, c'est relativement simple. Les pédiatres qui ont l'habitude de voir des enfants, ils font toujours une courbe de croissance et voient, ah, il y a un enfant qui ralentit la vitesse de croissance.
faut une explication. Et après, l'interrogatoire va vers une maladie inflammatoire. Mais ça peut être difficile pour un médecin qui n'a pas cet outil d'une façon routine, qui ne regarde pas la croissance de l'enfant. Et du coup, il y a des enfants qui ont un délai entre les premiers symptômes de la maladie et le diagnostic final qui peut durer des mois, voire des années parfois. Et dans la prise en charge, ensuite, dans le suivi de l'enfant ou de l'adolescent, qui prend en charge l'enfant ou l'adolescent? Ce sont des maladies qui sont assez inflammatoires, sévères dans leur expression dans l'inflammation, qui nécessitent des connaissances spécifiques de la prise en charge. Donc nous recommandons des centres d'experts pour les maladies inflammatoires par des pédiatres qui ont une formation de gastro-entérologue. Ce n'est pas un pédiatre en ville qui peut facilement suivre ses patients. Par contre, on peut, en partenariat avec ses collègues en ville, une fois le patient est stable, il a son traitement, parfaitement suivre les patients, mais ils sont regroupés dans des centres d'experts pour justement être optimal dans le traitement vis-à-vis de la croissance, le développement pubertaire et aussi la surveillance des différents médicaments. Je pense qu'on en parlera après un peu en détail. Alors concernant la prise en charge et les traitements de ces maladies, aujourd'hui, quel est l'objectif thérapeutique pour prendre en charge ces maladies? Nous avons beaucoup d'expérience maintenant dans la prise en charge et d'utilisation des médicaments et les objectifs dans le traitement ont clairement changé. Le premier objectif, bien entendu, c'est soulager les symptômes, la douleur, la diarrhée, mais ça va bien au-delà. On souhaite contrôler la maladie avec un traitement d'attaque pour éteindre le feu d'inflammation, mais après maintenir une stabilité pour éviter des complications qui peuvent venir au bout de quelques mois, voire quelques années. Donc on a une vision déjà qui va plus loin que juste l'immédiat. Et après, ce qui est très important pour les enfants, comme d'ailleurs pour les adultes, je pense, c'est la qualité de vie. Donc il faut mettre des traitements en place qui sont acceptés par l'enfant et qui permettent de vivre une vie qui est le plus proche de ce qu'ils ont connu, voire une vie tout à fait normale de jeune enfant ou adolescent. Quelles sont les options de traitement pour l'enfant? Est-ce qu'elles sont différentes de chez l'adulte? Il y a des particularités pour l'enfant. Bon, le gros de médicaments est identique et pour l'adulte et pour l'enfant, des médicaments anti-inflammatoires, immunosuppresseurs, traitements biologiques, je vais détailler par la suite. Mais il y a des spécificités clairement pédiatriques. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de dire, un objectif dans le traitement est également d'assurer une croissance normale. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Et si je commence par ce bout-là, effectivement, le traitement d'induction chez l'enfant pour une maladie de Crohn est nettement différent par rapport à un patient adulte. Induction, ça veut dire? D'éteindre le feu d'inflammation, tout à fait. Le traitement d'attaque, si on veut parler ainsi. On tient compte du retard de croissance qui est présent pour 3/4 des patients, voire plus. C'est la phase pubertaire, prépubertaire où la croissance est maximale. Donc on évite d'utiliser des médicaments qui risquent de freiner cette croissance. Et les corticoïdes qui sont très utilisés avec beaucoup de succès pour éteindre le feu d'inflammation, malheureusement, ont l'effet secondaire de ralentir la croissance. C'est pourquoi chez l'enfant, nous avons développé des stratégies qui évitent les corticoïdes pour qu'on les réserve vraiment pour les situations où il n'y a pas d'autres possibilités. Et on a un traitement qui est aussi efficace, un traitement d'induction, d'attaque, qui est à base de nutrition entérale. C'est un traitement nutritionnel où l'enfant va prendre un lait spécial en exclusif, c'est-à-dire il ne mange rien d'autre, il se nourrit par ce lait qui devient un médicament anti-inflammatoire aussi puissant que les corticoïdes, mais qui n'a pas d'effet néfaste sur la croissance, au contraire qui permet une croissance de rattrapage qu'on souhaite pour ces patients. Donc ça, c'est une particularité purement pédiatrique, mais je dois dire, les collègues adultes l'utilisent ce traitement aussi de temps en temps, car c'est un médicament sans effet secondaire qui permet de contrôler la maladie parfaitement aussi pour un patient adulte. Alors concernant les autres traitements, donc vous disiez les immunosuppresseurs. Voilà, alors traitement d'attaque, la nutrition entérale, le traitement de lait ou les corticoïdes pour quelques rares patients. Puis, comme la maladie souvent est sévère dans son expression inflammatoire, on introduit très tôt, soit à la première rechute, soit déjà au début de la maladie, un traitement à base d'immunosuppresseurs. Il y a différentes molécules. Le principe est relativement simple, le système immunitaire est suractivé et du coup ces médicaments permettent de freiner l'excès d'inflammation. Et c'est un traitement d'entretien, c'est-à-dire qu'on maintient pendant des années pour justement éviter les nouvelles poussées. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, la stratégie avec une vision au-delà du moment du diagnostic, au début de la maladie, mais dans 1 an, 2 ans. Ça fonctionne très bien pour la grande majorité des patients.
Il y a quelques patients qui ne sont pas stabilisés par les immunosuppresseurs, ça peut arriver, ou qui ne tolèrent pas bien ces médicaments. Et depuis une petite douzaine, quinzaine d'années, nous avons des nouvelles molécules qu'on appelle aujourd'hui les traitements biologiques. Ce sont des molécules, il y a différentes classes, anti-TNF et d'autres molécules qui émergent, qui complètent un peu l'arsenal thérapeutique, parce que justement des patients qui ne sont pas stabilisés par immunosuppresseurs, dans le temps on n'avait pas beaucoup de médicaments, les corticoïdes avec beaucoup d'effets secondaires, et aujourd'hui grâce à ces médicaments, traitements biologiques, on peut stabiliser même les plus sévères de nos patients. Est-ce que le traitement chirurgical est une option et est-ce que c'est une option qui peut guérir la maladie? Je dirais, pour l'enfant comme pour l'adulte, le traitement chirurgical a sa place dans la prise en charge des MICI, aussi bien pour la maladie de Crohn que pour la rectocolite hémorragique, mais le plus souvent c'est un traitement de complications, c'est-à-dire il y a une complication, par exemple pour la maladie de Crohn, une sténose, l'intestin qui commence à se redresser. Cette sténose devient de plus en plus importante, qui crée de grosses crises douloureuses pour le patient. Cet tissu cicatriciel qui crée la sténose ne répond plus au traitement anti-inflammatoire immunosuppresseur. Du coup, on a besoin d'une chirurgie ciblée pour enlever cette partie qui est malade et tout le reste va répondre de nouveau à un traitement médicamenteux. Donc c'est un traitement de complications qui fonctionne très bien. Mais la chirurgie n'est pas un traitement de la guérison. Ça ne va pas guérir la maladie, donc l'idée, il y a un petit bout de l'intestin malade, je coupe ce bout, on l'enlève, on met tout ensemble, on ferme et c'est réglé une fois pour toutes. On a bien appris, ce n'est pas la bonne idée, ça ne fonctionne pas comme ça, hélas. D'accord. Alors, je souhaitais vous poser une question sur les médicaments et les enfants. Comme ce sont des médicaments qu'on doit prendre de façon régulière, est-ce que vous rencontrez chez les enfants des problèmes de prise de médicaments chez les enfants et les adolescents? Ça, on vous en parlait assez souvent, fréquemment en fait, de cette problématique des enfants et de leur traitement. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Vous touchez à un point qui est extrêmement important dans la prise en charge de tous les patients, je dirais aussi bien pour l'enfant ado que l'adulte. Et la compliance est un sujet qu'il faut annoncer et il faut discuter ça avec les patients. La compliance, c'est bien prendre son traitement. De bien prendre ses médicaments au quotidien, tout à fait. Alors je pense que chaque ado, quand il est en rémission, quand la maladie est endormie, il a envie de faire tout autre chose qu'être rappelé tous les jours en prenant ses médicaments, j'ai une maladie de Crohn ou j'ai une RCH. Donc la tentation d'arrêter les médicaments, elle est grande, surtout quand on va bien. Et du coup, l'enjeu des médecins, des personnel paramédical, mais également de la famille, c'est de rappeler aux jeunes, écoute, si tu arrêtes tes médicaments, tu as un fort risque d'avoir une rechute. C'est, je dirais, une phase délicate, l'adolescence, où on teste un peu les limites, ce qu'on peut faire, qui est tout à fait normal, et a des répercussions sur une prise en charge de ces patients. D'où l'intérêt d'avoir des patients dans les centres qui ont l'habitude de gérer les adolescents. C'est une médecine différente. Mais après, le problème compliance, je pense, les adultes comme les enfants plus jeunes, c'est un problème pour tout le monde. Est-ce qu'à l'adolescence, par exemple, il n'y a pas plus de prise de risque pour soi en général? Ça existe, ça existe. C'est une période de vie où effectivement, des fois, l'impossible devient possible. Et voilà, donc il faut... Ce qu'on dit, nous, à côté médecin, en prenant en charge de ces patients, c'est si vous avez envie ou si tu as envie de faire un truc complètement fou, parle-en pour qu'on sache, pour ne pas courir des risques inutiles. La maladie qui n'est pas contrôlée, une rechute à l'âge de 17 ans, quand on prépare le bac, ce n'est pas une bonne idée. Donc ça, il faut être conscient de ça. Alors on a beaucoup parlé de la qualité de vie. Est-ce que finalement ces maladies ont un impact sur la qualité de vie de ces enfants? Je pense que j'ai appris ça grâce à mes patients, aux familles. Il faut dire l'impact est énorme. On ne peut pas dire c'est une maladie, on prend un médicament tous les jours et c'est tout réglé. Il y a des collègues où des fois on est tenté de le voir comme ça, mais ce n'est pas approprié. L'impact est énorme parce que l'enfant a peur d'avoir des symptômes qui se réveillent. Par exemple, les patients avec colite qui ont des urgences pour courir aux toilettes. Donc quand ils sortent avec les copains, quand il y a une soirée à l'école, etc. Même si la rémission est parfaite, ça crée des angoisses des fois qu'il faut aborder, il faut discuter avec les patients, aider. Donc un soutien psychologique est très important. Et c'est une gestion de la maladie, peut se réveiller à différents moments, donc il faut être à l'écoute du patient, il faut le voir régulièrement.
Et ils voient le médecin régulièrement, donc ça les rappelle, ils prennent les médicaments tous les jours, ça les rappelle, ils sont malades. Donc l'impact, je pense, est réel au quotidien, même si la qualité de vie, heureusement pour la majorité de patients, peut être tout à fait normale. C'est-à-dire ils vont à l'école, ils font des activités sportives, du cheval ou tout ce qu'ils veulent faire, à la piscine, comme s'ils n'étaient pas malades. Mais un soutien psychologique, une éducation spécifique pour les patients est plus qu'utile. Je pense que c'est obligatoire pour tous les patients d'avoir accès à ça. Alors on parlait tout à l'heure de scolarité. Bon, est-ce qu'il existe des conséquences finalement sur la scolarité des enfants? Quel type de conséquences ça peut générer? Ça dépend de l'évolution de la maladie. Alors, une des questions que nous avons quand on voit un patient en consultation concerne la scolarité. Est-ce que tu as manqué de l'école à cause de la maladie? Donc pas pour une petite infection qui n'a rien à voir avec la maladie. Et souvent la réponse est oui. Donc même quand ça se passe relativement bien, l'enfant peut manquer quelques jours à l'école. Il y a des traitements qu'on fait en hospitalisation de jour, donc ils vont systématiquement toutes les 6-8 semaines manquer un jour. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même il y a des répercussions qui peuvent s'installer. Un patient qui est instable, par contre, qui a besoin d'hospitalisation prolongée, c'est clair et net, la scolarité peut être très perturbée. Et d'ailleurs, dans les centres qui prennent en charge des patients, on a ce qu'on appelle l'école à l'hôpital. Donc il y a des enseignants pour essayer de rattraper, pour pas avoir un grand retard. Maintenant, au sujet de l'alimentation, est-ce qu'il y a un régime alimentaire? Est-ce qu'il y a des aliments à supprimer? Question très importante. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. Donc j'essaie d'utiliser les données scientifiques pour être le plus précis possible. Un élément est très clair, si on a une colite inflammatoire, il faut éviter de manger beaucoup de fibres. C'est comme une gastroentérite infectieuse, un régime antidiarrhéique, ça va diminuer le nombre de sels. Donc là, c'est profitable de ne pas manger trop de fruits et diminuer l'apport en fibres. Mais après, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut changer son alimentation, éviter quelques aliments pour maintenir une stabilité, par exemple pour la maladie de Crohn ou pour la RCH. Là, on n'a pas d'argument scientifique pour encourager un régime par rapport à un autre, éviter des aliments, ce n'est pas justifié. D'ailleurs, je pense que c'est important de dire les enfants, les ados, avec les maladies inflammatoires, plus la maladie de Crohn que la rectocolite hémorragique, ils ont une tendance de manger moins. Et du coup, il y a une façon de se restreindre naturellement qui contribue également à perdre de poids ou ne pas grandir d'une façon appropriée. Des fois, ils ont peur, des fois, ça fait mal au ventre, des fois, ça provoque la diarrhée. Si on restreint un enfant qui a déjà cette tendance, on interdit des aliments qu'il aime, du coup, il commence à manger de moins en moins. Donc, on crée des situations qui peuvent être assez compliquées. C'est pourquoi on dit aux parents qu'il faut une alimentation équilibrée, qui contient aussi bien de fibres, de la viande, des fruits et légumes, etc. Mais de ne pas restreindre d'une façon drastique, parce que ce n'est pas justifié scientifiquement. Merci beaucoup pour cet entretien. Moi, j'aimerais simplement vous demander en fait quels seraient les points clés à communiquer à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Merci beaucoup. Oui, je crois que les messages à retenir, les MICI, maladie Crohn et RCH, sont devenues des maladies relativement fréquentes et je pense le nombre de patients va augmenter encore dans les années à venir. Ça, c'est un fait, c'est lancé. On va mieux comprendre pourquoi, grâce à la recherche. Nous avons déjà aujourd'hui des médicaments efficaces et je pense dans les années à venir, l'arsenal thérapeutique va encore augmenter pour encore mieux maîtriser l'inflammation et rendre la vie plus belle et une qualité de vie quasi normale à la majorité de nos patients. Merci. Il est temps à présent de nous quitter et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'experts à la Maison des MICI.